Bonsoir, bienvenue à notre rendez-vous, les 5 à 7 de la Chambre de commerce. Alors, cette semaine, on parle d'économie, on parle de développement de notre région et vous comprendrez avec moi, quand je vous présenterai mon invité, que ce sera un invité passionné par ce développement-là, M. René Tivierge, qui est directeur général de la Corporation de développement économique des Bois-Francs, CLD, etc. Là, on n'ira pas là, dans les nomenclatures, quel est exactement le rôle, la mission. Grosso modo, on va d'emblée dire que ça s'occupe du développement de l'économie de notre MRC, la MRC d'Arthabasca. Exact. Hein, grosso modo, oui, avec toutes sortes de programmes, avec toutes sortes d'aides, avec toutes sortes de services que vous offrez. Oui. Bonsoir, René. Bonsoir, Marie-France. Ça va bien? Très bien. J'avais comme oublié que je ne t'avais pas dit bonsoir encore. Il n'y a pas de problème. En fait, ce que j'ai envie de discuter avec toi, ça fait plus de 22 ans que tu es à la tête de cet organisme-là. Donc, tu en as vu des cycles, des cycles économiques, des cycles de développement. D'abord, dis-moi comment tu es devenu le directeur général de cette corpo-là il y a 22 ans. C'est des circonstances assez particulières. Avant d'être ici, j'étais dans la région de Tête-Ferme-Main. J'ai été consultant également là-bas par rapport à un dossier qui s'appelait Magnola à l'époque pour la région de Tête-Ferme-Main. Et j'avais été interpellé pour être sur un comité où on évoluait pour Québec. L'Office de développement économique de Québec cherchait des candidats. Et moi, j'étais là avec Yves Dallaire, qui était ici à l'époque à Victoriaville. Qui occupait le poste que tu occupes présentement. Voilà. Et en fin de compte, c'est Yves Dallaire qui avait été retenu. Parce que moi, je suis un gars d'action. Yves, c'est un gars de planification, de structure et d'approche. Comme tel, puis c'est pas mon fort à moi. Fait que, comme Yves, il dit, écoute, si je m'en vais à Québec, tu es intéressé à venir trouver un emploi ailleurs. Fait qu'on avait été invité plusieurs commissaires à venir passer l'entrevue et je me suis retrouvé ici à Victoriaville à ce moment-là. Parce que j'ai été considéré comme une personne d'action, parce que j'étais considéré comme quelqu'un qui avait des idées de projet, puis qui réussissait à les mettre de l'avant, puis à les rendre à terme. Donc, explique-moi le comité qui a fait la sélection de ta candidature. Qui y avait à l'époque sur ce... Ah, il y avait un représentant du ministère de l'Industrie et Commerce qui a pris sa retraite maintenant. Il y avait M. Gilles Desrosiers, qui était candidat à la mairie en même temps, mais qui était également président de la Corporation de développement économique ici à Victoriaville. Et deux industriels également qui faisaient partie du comité. Ah, les gens cherchaient quelqu'un d'action. Oui. Au moment où ton entrée en poste se déroule en 1990, juste pour ceux qui s'en souviennent, c'était pas facile. Quand je suis arrivé en 90, c'est qu'il y avait eu des démarches qui avaient été faites pour voir à positionner Victoriaville sur la scène internationale. C'est sûr, pour faire de l'international, ça prend une constance, ça prend une présence active. Et beaucoup d'investissements. Beaucoup d'investissements également en termes d'argent et de temps. Fait que le conseil qui était en place ne voulait plus avoir cette orientation-là, ou remettait en question, se questionnait par rapport à cette orientation-là. Et comme j'étais considéré comme quelqu'un qui était plus près des entreprises, à les connaître, à les visiter et à travailler avec eux et elles comme entreprise pour développer des nouveaux projets. Parce qu'il faut comprendre que j'arrivais à la région de Tête-Ferme-Main, où c'était en même temps que l'Arbre Chrysotile avait été constitué, les pertes d'emploi, le déploiement de l'activité économique. Fait que c'est comme ça qu'on me percevait. Et c'est ce qui les a intéressés par ma présence sur le territoire de Victoriaville. Fait qu'on a regardé ce qui se passait. Il y avait un potentiel énorme parce qu'il y avait eu aussi tout le déploiement de ce qu'on appelle Fonds La Parade également, avec des pertes massives dans le secteur du meuble et du bois ouvré. Oui, c'était une époque qui était... Quand je suis arrivé à la Corpo, meubles, bois ouvré et secteur du vêtement représentaient 35% des emplois et des entreprises à ce moment-là. Il y en avait déjà eu plus, mais il y avait eu une perte, mais il est encore 35% des emplois étaient reliés à ces deux domaines-là, quand même. Aujourd'hui, chacun des deux secteurs représente à peu près 6 à 7% des emplois et des entreprises. On a fait un déploiement important dans d'autres domaines d'activité économique. C'est ça, il a fallu transformer notre économie, il a fallu la diversifier. Oui. J'imagine que ça, c'était derrière une stratégie où est-ce qu'il y a des gens qui se sont assis et qui ont dit là, on veut garder un rôle important dans le secteur manufacturier au Québec. Comment on s'y prend? Bon, on a fait deux activités. J'ai regardé le noyau d'entreprise parce que c'est une de mes forces qui était présente sur le territoire. Et à parler avec ces entreprises-là, les autres, ils voulaient trouver de nouveaux débouchés, de nouvelles alternatives, des nouveaux clients. Fait qu'on a fait deux salons, ce qu'on appelait le salon d'expertise, coup sur coup, avec un noyau d'entreprise dans le secteur du métal principalement, dans le secteur du transport et dans la fabrication de machinerie, qui, elles, ces entreprises-là, exposaient et on faisait venir des grands donneurs d'ordre.
dans le domaine alimentaire, dans le domaine des pâtes et papiers, dans le domaine de l'aluminerie, dans le domaine du transport et multiples services également gouvernementaux. Et on a eu une réponse dans les 2 fois impressionnante. Près de 80 grands donneurs d'ordre sont venus à chaque année prendre connaissance de ce que nos entreprises pouvaient offrir et faire en produits et en développement des projets avec eux, ces grandes entreprises-là. Fait que ça leur a permis à ce noyau d'entreprises-là de commencer à faire une diversification, de trouver de nouveaux partenaires, de trouver de nouveaux clients. Et indirectement, il y avait des sous-traitants avec eux qui pouvaient éventuellement bénéficier de tout ce déploiement-là d'activité économique. Et dans un deuxième temps, on a regardé également le domaine agroalimentaire. Agroalimentaire, en termes de ressources, c'est important. En termes de transformation également, il y avait un noyau qui commençait, il y avait un noyau important, et on a travaillé également avec ce secteur-là dans le domaine agroalimentaire. Donc, vous œuvrez également dans le secteur agroalimentaire? En transformation. En transformation. Principalement, oui, parce qu'on est à l'occasion interpellé, mais nous, on travaille vraiment sur des entreprises qui transforment des produits, que ce soit dans le domaine laitier, que ce soit dans le domaine de la viande, que ce soit dans le domaine des légumes, des fruits, que ce soit au niveau de la canneberge, justement, dernièrement, où on a eu une participation active. On a également, dans la région, un fort noyau d'entreprises dans ce domaine-là. Même au niveau des entreprises et des investissements, c'est rendu le 3e plus important employeur au niveau de la région. Et à travers tout ça aussi, j'imagine que c'est développé parallèlement à ça, tout le secteur de la récupération, la revalorisation des matières résiduelles qui est devenu également notre, je dirais, notre drapeau à l'extérieur de notre région. Effectivement. Pas nécessairement juste par l'espace économique que ça prend, mais aussi par le porte-étendard qu'on devient. Quand je suis arrivé ici, j'ai eu à côtoyer Normand Maurice, bien sûr, qui est décédé maintenant, mais Normand Maurice, c'est un personnage en soi. Quand il est rentré dans mon bureau, là, tu vierge, là, il faut faire ça, 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 puis c'est quoi t'as à m'offrir, puis les affaires normales, là, n'en veux pas. Trouve-moi quelque chose de spécial. Je me disais, c'est qui ce personnage-là au départ? C'est un enseignant. Oui, effectivement. Fait qu'on a travaillé. Peinture récupérée, qui est maintenant Ressources Laurentides, est partie du CFR. J'ai vu les premiers professeurs et des étudiants ouvrir des cannes de peinture avec une ouvre-boîte ou une ouvre-canne, puis démêler tout ça, qui est maintenant aujourd'hui une usine qui emploie tout près d'une centaine de personnes, qui a un déploiement national et même qui, à l'international, est interpellé par plusieurs pays pour avoir cette expertise-là et mettre en place éventuellement ce type de produit-là. Il y avait bien sûr Cascade qui était également présent. Le CFR Normand Maurice est un joueur incontournable également dans ce déploiement-là de l'activité parce que les entreprises l'ont interpellé. Exemple, Cascade voulait carton, journaux, papier, éventuellement récupérer ça. Fait que CFR a travaillé avec des entreprises de la région, des équipementiers, pour mettre en place des salles de tri qui n'existaient pas parce que ça était nouveau et permettre à des étudiants d'avoir une formation. Ensuite est arrivé le secteur du bois, est arrivé le secteur d'avec Hydro-Québec, belle mobilité et multiples secteurs. Le CFR, c'est un joueur important qui a permis également à tout le secteur de la récupération et valorisation de progresser. Yves Couture, qui en est le directeur également, a fait des programmes pour former des jeunes. Écoute, on est parti de 42 étudiants, on est rendu à 110 étudiants au CFR dans différents domaines là, pour former ces jeunes-là, leur donner des habiletés de travail qu'on va retrouver dans le secteur de l'entreprise manufacturière. Fait que ces jeunes-là sont formés, ils reçoivent une accréditation, un diplôme. Et éventuellement peuvent occuper des fonctions dans des entreprises parce qu'on les place régulièrement dans l'année scolaire qu'ils occupent, des stages. Puis les entreprises acceptent de collaborer, soit au niveau manufacturier ou même des entreprises de services, même dans le domaine de l'alimentation et autres ça. Fait que le CFR associé aux entreprises qui développaient, avec Godreau Environnement, avec Cascade, avec d'autres entreprises, a permis éventuellement de développer des technologies et à fabriquer des équipements pour répondre aux besoins des nouvelles réalités de ce domaine-là. Fait que ça a fait en sorte que c'est tout un noyau d'entreprises qui se sont développées dans la région, qui ont permis de croître et même de vendre leur expertise à l'international. Parce qu'on est allé à des salons, soit en France, même en Pologne, ou même du côté de l'Allemagne comme tel, et on s'est rendu compte que notre expertise et nos connaissances étaient importantes parce que, pour comprendre qu'en Europe, eux autres, la matière qu'ils récupèrent, c'est pour produire de l'énergie. Fait que plastique, c'est calorifère. Ouais. Ça a une valeur calorifique et c'est important. Eux, pour produire de l'énergie, ils brûlent les Oui, déchets. voilà. Les autres, ils disent toujours, on récupère plus que chez vous. Oui, non, nous, on revalorise, Voilà. c'est autre chose. C'est une différence importante. Un point tel qu'on est interpellé par un réseau de parcs industriels en Europe qui s'appelle le réseau de PALM. C'est un réseau de 100 parcs industriels sur la France qui travaillent en écologie industrielle, qui travaillent sur le développement durable. Certains parcs ont une spécialité
Et ils sont venus ce printemps. Et quand on leur a présenté, nous, ce qu'on faisait comme expertise, il dit, c'est ça qu'on veut. Parce que en France, il y a une réglementation qui s'en vient. Personne ne veut avoir d'incinérateur dans sa cour. Parce qu'on dit que les incinérateurs brûlent à peu près tout. Oui. Pas tout à fait. Oui. Il reste des particules qui sont non brûlées, qui sont. Fait que les gens en veulent plus. Extrêmement toxiques. Fait qu'au lieu, mais comme il y a de la matière qui la récupère, il faut faire autre chose avec. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Si on peut mettre en lien la revalorisation, si on part avec une expertise qui est déjà connue, reconnue, ça nous intéresse. Fait qu'on est invité à aller en octobre à Palme, à Troyes, pour un salon et rencontrer des gens du réseau français liés au domaine de l'environnement également. Ton rôle au sein de la corporation est assez diversifié. C'est certain que tu as un rôle de gestionnaire parce que vous avez une équipe de 13 quand même. C'est pas rien. Hein? Non, il faut que tout ça roule rondement. Ça prend un chef d'orchestre qui est capable de partager la vision du conseil d'administration, etc. Ton rôle exactement aujourd'hui, tu le vois de quelle façon? C'est sûr qu'il a évolué. Je me suis toujours caractérisé comme commissaire industriel. Visiter les entreprises, voir les projets, faire des liens avec d'autres, j'ai une facilité à ça. Maintenant, c'est sûr que je suis gestionnaire. J'ai une équipe très performante qui travaille dans le domaine manufacturier, dans le domaine de la ruralité, dans le domaine des communications et autres expertises en fonction des besoins et des attentes là, également de nos pourvoyeurs financiers, qui c'est la MRC d'Arthabasca. À ce moment-là, moi, je dis toujours à mon équipe, dites-moi c'est quoi vos besoins, dites-moi c'est quoi vos attentes et quels sont vos besoins, que ce soit financiers, ressources humaines, négociations d'entente de partenariat avec d'autres organisations. C'est là que moi, j'interviens et j'assure aux gens qui ont les moyens d'atteindre des objectifs, parce qu'on a fait un plan d'action. On l'a présenté au CA, on l'a présenté à la MRC, et on a également rencontré les membres du CA pour qu'ils nous donnent sur c'est quoi, eux, leurs attentes. Et à partir de leurs attentes, on a fait un plan d'action. Bien sûr, il faut avoir les moyens de réaliser le plan d'action. Parce que tu travailles en étroite collaboration avec tes patrons. Hein? Oui. Tes patrons, on entend les industriels, les maires des municipalités et préfets et parce que le financement principalement vient de la MRC, vient également du ministère du Développement économique, des programmes gouvernementaux. Voilà. Donc, ça fait beaucoup de patrons et ton rôle est vraiment de s'assurer de rassembler les objectifs de tous et d'en faire un commun. Oui. C'est un grand défi. Oui, mais comme je disais, comme je suis le doyen dans le développement économique au Québec. Au Québec? Au Québec également. J'ai commencé en ancienneté, tu es le plus vieux directeur général d'un organisme de développement économique? 37 ans. 37 ans. C'est pas rien. Ici 22, mais oui, effectivement. Ta carrière au complet? Oui, à part 3 ans d'enseignement quand même. Quand je suis sorti de l'université, par hasard, je suis arrivé dans l'enseignement parce que tu as des dettes, des choses à payer. Fait que, il s'ouvre une porte, parce qu'à l'époque, ça ne prenait pas nécessairement une formation comme professeur. Ça prend quelqu'un qui te connaît, qui a un besoin, puis qui t'appelle, puis il te dit, écoute, tu as ça comme cours à donner, ça t'intéresse-tu? Oui, c'est bien payé, puis j'ai payé mes dettes. Fait que c'est ça. Mais non, ma carrière s'est faite dans le développement économique. Ma carrière s'est faite dans le développement économique, mais toujours en lien avec des maires. Oui. C'est sûr que le développement économique, si le monde municipal ne collabore pas financièrement, tu n'iras pas vraiment loin. Fait que l'avantage que la région offre ici, je ne l'avais pas connu ailleurs, c'est d'avoir une entente triennale en matière de financement. Fait que 3 ans d'avance, tu connais ton budget, une année, ça peut aller moins bien, une autre année, ça peut être plus performant, fait que ça te crée des réserves. Ça te facilite le travail, ça facilite les plans d'action. La planification. Voilà. Et la planification à long terme. Parce que tu peux dire, bon, cette année, je vais commencer ça, mais l'année prochaine, je vais être au cœur de ce développement-là. J'ai besoin d'embaucher des ressources ou j'ai besoin d'avoir des gens externes qui vont m'accompagner dans cette démarche-là. Fait que c'est ça qui est également formidable dans la région parce que le monde municipal cotise et il ne re-questionne jamais. Alors qu'ailleurs, bien souvent, des commissaires ou des directeurs ont à négocier pendant peut-être 30 de leur temps leur budget d'opération. C'est vrai? Oui. Encore aujourd'hui, je ne pensais pas. Encore aujourd'hui? Et l'autre avantage que j'ai aussi, c'est que j'ai mon conseil d'administration est en nombre restreint. J'ai 9 administrateurs, alors que bien des endroits, c'est beaucoup plus important que ça.
Et majoritairement, les gens viennent du monde de l'entreprise manufacturière. Même les élus qui sont sur mon CA ont des business. Fait qu'ils ont une écoute, ils ont une approche et un intérêt lié au développement économique. Donc, à la base, ici, il y a un intérêt, puis les gens tirent dans la même direction, poussent dans le même sens. Voilà. Il s'agit de définir plus les moyens, comment on va y parvenir, et c'est là que ton rôle entre en ligne de compte avec ta gang, tes employés, tout ça. Puis comme j'ai un vécu important avec le monde municipal, j'ai travaillé, dans toutes ces années-là, j'ai travaillé au domaine touristique. J'ai travaillé même dans le domaine municipal, avec les programmes, les règles, les actions. J'ai travaillé dans le domaine économique, bien sûr. Les contraintes, aussi, là. Et toujours parler avec des élus également, parce qu'il faut comprendre qu'un élu, il y a une visibilité à avoir. Il y a également, il paye, il s'attend à un retour de service, il s'attend à des résultats, mais en même temps, il faut lui laisser la possibilité également d'avoir la visibilité en conséquence. Oui. Ça aussi, c'est avec les jeunes qui rentrent dans le domaine, là, des fois, c'est compliqué. Puis comme j'ai travaillé au monde municipal déjà, fait que ça me facilite également tout l'appareil gouvernemental, l'appareil municipal, les méandres, comme je pourrais employer le terme, qui des fois de contraintes ou de restrictions, ben, je suis capable de manipuler à l'intérieur de tous ces méandres-là, puis arriver avec des résultats intéressants. Parlons-en des résultats. La conclusion de ta phrase m'amenait à ma question. J'y avais déjà. Nos résultats. Alors là, j'ai parlé tout à l'heure d'entrée de jeu des années 90, où est-ce que là où on a vraiment eu des soubresauts économiques, des difficultés, pour ne pas s'en cacher. Également, à la fin des années 90, pas loin des années 2000, avec la crise financière et tout ça, on a l'impression que même si c'est pas facile, et c'est vraiment pas facile, là, qu'on s'en sort mieux qu'ailleurs. C'est sûr qu'il ne faut pas tabler là-dessus puis dire on s'en sort mieux, donc, mais on a l'impression qu'on s'en sort mieux. Est-ce que j'ai raison? Oui, effectivement, tu as raison, référence. On s'en sort mieux parce que maintenant, le tissu industriel, il est dans 16 ou 17 secteurs différents. Le domaine de l'alimentation, dans le bois encore, dans le secteur du vêtement, dans le domaine du textile, dans le domaine métallique et autres ça, ou dans le domaine de la récupération de l'environnement. On a une multitude de secteurs. Juste pour donner un ordre de grandeur, on a 583 entreprises dans mon répertoire qui donnent l'emploi à peu près 12 000 personnes. Et c'est stable. Une année, je peux en perdre au net quelques centaines. L'année suivante, je vais en gagner quelques centaines. Quand on rencontre des firmes de consultants qui, à chaque année, nous interpellent pour avoir des statistiques, puis pour avoir qu'est-ce qui se passe dans le milieu, ces résultats-là, pour eux autres, sont sécurisants. Parce que je n'ai pas de gros pic qui va faire une année que je vais avoir, mettons, 250 millions d'investissements. L'année suivante, je vais en avoir 50. C'est autour de 80 millions à 100 millions d'investissements par année dans le secteur manufacturier. Comme je disais, de l'emploi se maintient autour de 12 000 emplois dans le secteur. Ce que je perds dans un domaine, je le récupère souvent dans un autre domaine. Il y a des cycles là-dedans. Le tissu industriel a bien passé parce que les gens, comme entreprise, l'autre avantage qu'on a, c'est qu'ils sont des visionnaires. Oui. Ils sont ouverts à des choses différentes. J'ai dit d'entrée de matière, tantôt, j'ai fait 2 salons. J'ai voulu en faire un 3e, ils m'ont dit non, on en a fait 2, là, trop d'autres choses, là, on veut d'autres choses différentes. On a fait d'autres choses différentes. Mais tu vois, les gens ont cette écoute-là. Les gens ont ce regard-là de dire, bon, aujourd'hui, ça va bien, demain, il va être proposé de toi, mon demain. Fait que les gens, on dirait qu'ils ont cette volonté-là, cette approche-là et cette façon de réagir-là, ce qui fait que le tissu industriel se comporte bien. Tu l'as dit tantôt, Marie-France, il y a des secteurs où c'est plus difficile, il y a des domaines où ça ne va pas nécessairement bien, mais on réussit à s'en sortir bien parce que les entreprises, en plus, ont au fil des ans travaillé pour se donner des moyens de répondre à des problématiques ou à questionner. Ça c'est une grande question parce qu'on s'entend que l'atmosphère, hein, parce qu'une entreprise privée, c'est très privé. Hein, oui. C'est très privé. Très, très difficile de connaître réellement l'état de santé de certaines entreprises, puis c'est très bien comme ça. Mais on a réellement le sentiment que le climat est gris. Le climat est gris, mais on entend régulièrement, malgré tout, l'agrandissement des parcs industriels, la construction d'entreprises. C'est comme si les communications et le milieu économique, des fois, n'étaient pas au même diapason.
Là, on parle d'économie internationale, on parle d'économie mondiale. Souvent, c'est peut-être ce qui prend le plus d'espace médiatique, mais comment on peut arriver aujourd'hui à regarder le climat à l'heure actuelle et de se dire, bon, ben moi, je décide d'agrandir, je décide d'investir, je décide de... Il existe des moyens financiers pour accompagner les entreprises. Le problème de la région en tant qu'entreprise, puis ça je le respecte parce que c'est eux autres, c'est leur domaine, c'est très privé, ils n'aiment pas parler d'eux. Ils n'aiment pas expliquer leurs projets. Ils n'aiment pas parler de leur croissance. Ça marche, ça va bien, je n'ai pas de problème. Je n'étalerai pas ça sur la place publique. Ça peut donner le goût à quelqu'un de partir peut-être dans mon domaine puis me trouver avec un compétiteur. Il y a cette notion-là également qu'ils ont. Mais quand je dis aux entreprises, oui, mais par contre, nous, on aurait besoin comme territoire d'avoir vos résultats, vos développements qui soient étalés sur la place publique. Ça, on a plus de difficultés d'avoir la collaboration des entreprises à ce niveau-là. Je ne leur en veux pas. C'est à eux, c'est eux autres qui investissent, puis je respecte ça. Mais en même temps, c'est sûr que le tissu industriel, c'est bien déployé. Quand tu parles d'agrandissement de parc industriel, effectivement, souvent, ce sont des entreprises qui ont une croissance où ils sont confinés à peu avoir d'espace pour prendre l'expansion et ils viennent dans le parc industriel. La zone industrielle de Victoriaville, elle est pleine. On doit ouvrir de nouvelles rues, on a commencé les travaux, puis on doit acheter une zone à proximité pour agrandir le parc. À Warwick, il n'y a plus de parc industriel, il est plein. Il reste à Kingsley éventuellement qu'il y a des espaces physiques également disponibles, ce qui nous permet, même des entreprises actuellement sont en construction dans le parc industriel à Kingsley Falls. On s'est donné une zone industrielle le long de l'autoroute 20 avec les municipalités de Madlinton, Saint-Anne-du-Sault, de Belleville et Victoriaville qui est partenaire. Puis je dois t'avouer qu'on a énormément de demandes pour ce territoire-là. Oui, c'est intéressant, les opportunités. C'est plus qu'intéressant. On en est surpris nous autres mêmes. Oui. On avance par 2,5, 3 les objectifs qu'on s'était donnés. En nombre d'entreprises qui ont déjà signé, d'autres entreprises qui sont en négociation et d'autres qui nous ont interpellés pour connaître les facilités de s'installer dans cette zone industrielle-là. Je sais que je t'ai déjà entendu, je t'ai déjà vu dire éventuellement, il ne faut pas, par rapport à Montréal, c'est le grand centre et autres ça. Mais on a beaucoup d'entreprises, d'entrepreneurs de la région qui sont dans la région de Montréal. Il y avait toutes les contraintes qu'ils vivent en circulation, en juste à temps, en fiabilité au niveau de leurs personnes sur la ligne de production. Ils ont des problèmes. Puis les problèmes, ils n'iront pas en diminuant, ils vont aller en augmentant. Non, effectivement. Fait qu'ils se disent, bon, mais mes commentaires sont, si une métropole est malade, c'est le Québec au complet qui paie pour ça. Mais ces opportunités-là, on ne court pas après. C'est les opportunités qui nous interpellent actuellement. Fait que Richard, il y a un problème actuellement, parce que lui, il s'occupe des zones industrielles de Victo et de Saint-Anne-du-Sault, Richard Croteau. C'est de trouver des terrains. Des espaces. Immédiatement, pour des besoins. Je donne un exemple. Sur François Bourgeois, il y avait un terrain qui était assez grand, qui était vendu. Richard était le promoteur. On y a racheté le terrain, puis on l'a vendu à 3 autres entreprises qui sont en construction actuellement. C'est ça qu'il fait actuellement. Mais c'est un dynamisme assez unique. Est-ce qu'on retrouve ce même genre de dynamisme-là dans d'autres régions du Québec? Tes collègues qui ont le même rôle que toi, est-ce qu'on a le même son de cloche? On est choyé, je vais t'avouer comme tel. Souvent, je vais te donner une notion qu'on nous a donnée la semaine passée. En ce qui s'appelle création d'entreprise, on est champion au Québec. En fonction de la population, on est les premiers en création de nouvelles entreprises. Tout secteur confondu au Québec. On devance la Beauce, on devance la Montérégie, on devance la Capitale-Nationale. On est premier, c'est dit. Par contre, aussi, il y a beaucoup de création, mais il y a aussi des fermetures. Sur cet aspect-là, on devra travailler. Pour suivre davantage nos entreprises. Il faut se donner des défis aussi. Ouais. Mais comme actuellement, on est tellement interpellé pour partir de nouvelles entreprises, faire de la croissance, que l'aspect suivi d'entreprise, on a peut-être mis un peu de côté, mais on devra éventuellement, comme tu disais, en termes de défis, s'asseoir, regarder comment on peut davantage suivre nos entreprises, les accompagner. Parce que c'est 5 ans. Hein? Le 5 ans, là, cycle de vie des entreprises. Le cycle de vie, là, quand on arrive à 6 puis 7, là, je pense qu'on est rendu à une entreprise qui peut poursuivre sa on dit 80 des entreprises ne font pas 5 ans. C'est ça. Fait que le 20 qui dépasse comme tel. Oui, mais c'est un défi intéressant. Ce sera à nous à trouver de quelle façon qu'on fera cette approche-là. Parce que tu l'as dit tantôt, comme les entreprises ne sont pas beaucoup friands de donner des détails, c'est privé, quand on nous interpelle, c'est urgent, hein?
Oui, on a la un nombre de crise. cas, là, on a eu au cours des dernières années où les gens disaient C'est la crise. oui, mais si tu m'avais appelé il y a un mois, Oui, il me semble que ça aurait été plus facilitant. oui. Mais Mais là, ils sont là, tellement isolés. Hein, on est un entrepreneur, c'est une personne isolée. il faut comprendre que 80 de notre tissu industriel est composé des entreprises qui ont moins de 20 employés. C'est des petites entreprises. C'est des petites entreprises. Le propriétaire, il fait tout. Oui, Il fait la gestion, il fait la production, il fait l'encadrement, il fait le développement, il fait la mise en marché. Puis quand il reste du temps, il parle avec les autres personnes pour voir si on pourrait avoir l'appui et de la collaboration. Alors qu'il existe des moyens. oui, il existe. Mais c'est certain. Puis en même temps, tu sais, on a des problèmes de relève aussi, Oui. de la jeunesse qui a intérêt ou qui aurait le goût de prendre Ouais. la relève de ces entreprises-là. Puis quand on les voit, ces entrepreneurs-là, qui 20, 30 employés qui font tout, quand on voit un papa ou une maman faire ça à temps plein comme ça, se donner corps et âme hein, pour une entreprise, ça peut faire peur parce que c'est beaucoup de boulot, là, tout ça. Là. Ça fait peur, Marie-France. Oui. On le voit avec nos mentors qui accompagnent les jeunes entrepreneurs. Oui, les mentors. Puis on a un réseau de mentors exceptionnel au Québec. Oui. Même on est souvent interpellé par la Fondation de l'entrepreneurship pour voir c'est quoi les outils, c'est quoi les moyens. Même j'ai certains mentors qui vont lui donner des conférences à la grandeur du Québec par leur approche, leur façon d'accompagner le problème avec les jeunes entrepreneurs. Parce que jeune entrepreneur, ce n'est pas nécessairement en âge. Jeune entrepreneur, c'est en fonction de l'entreprise depuis qu'elle existe, moins de 3 ans. Il y a besoin d'accompagnement, il y a besoin d'aide, il y a besoin d'écoute et d'orientation. Fait que mon réseau d'entrepreneurs, là, et de mentors, je t'avoue là, que j'ai à peu près le plus beau au Québec. Ça doit être exceptionnel, les gens qui veulent s'impliquer ou les besoins par rapport aux mentors en mais région. les demandes sont également trop importantes actuellement pour qu'on puisse répondre à toutes ces demandes-là. Vous manquez de mentors? Oui. Vous manquez de mentors, Oui. c'est un appel? Oui, s'il y en Un a qui sont appel? intéressés, gênez-vous pas, vous appelez à la Corpo, vous parlez avec Julie et Puis de plus en plus, hein, on ne se le cachera pas, là, beaucoup de gens quittent tranquillement le marché du travail et c'est une place extraordinaire pour continuer à œuvrer dans le milieu. René, c'est déjà terminé. Merci de nous avoir partagé ta passion du développement économique. Je te souhaite encore de belles années. Je te remercie pour tout ce que tu auras fait au cours de ces 22 dernières-là. C'est très important. Merci à vous également à la maison d'avoir été avec nous encore une fois cette semaine et je vous invite la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de nos 5 à 7. Passez une excellente semaine. Au revoir.